librairie dans son ensemble pour entrer ensuite dans des exemples d'utilisation de la librairie. Donc ReactiveIP est l'éditeur de cette librairie PSDK. L'objectif de la société, c'est s'axer complètement sur le traitement d'images 2D et 3D, donc avec tout un tas d'exemples d'utilisation que vous connaissez tous, hein, que ce soit les propagations dans des porosités, les détections de défauts pour faire de la caractérisation, ou différents besoins divers et variés pour tester, caractériser l'homogénéité de matériaux. Donc l'objectif c'est de développer des solutions très performantes pour permettre aux utilisateurs d'accélérer considérablement leurs produits. Euh, L'idée c'est d'industrialiser et d'optimiser des algorithmes qui sont au plus proche de l'état de l'art pour mettre à disposition ces algorithmes de façon implémentés de façon optimale pour les développements. Donc que ce soit pour la recherche scientifique, pour les centres de recherche, mais aussi évidemment pour les industriels. Donc on a deux offres autour de ce produit. La partie éditeur, donc où on propose directement notre brique IPSDK pour, euh, pour être appelé par vos développements, et une activité service où on est capable de faire des applications à façon à partir de cette librairie. Donc la librairie, ce qu'elle apporte de plus, surtout par rapport aux autres, parce que finalement c'est tout l'intérêt. Donc c'est un environnement complet de développement avec un ensemble de fonctionnalités 2D et 3D, euh, avec toutes les opérations de filtrage, de morphologie, de segmentation, de classification et de mesure sur les images. On va voir ça en détail par la suite. Avec une implémentation un peu proche de l'état de l'art, donc souvent des publications qui datent de 2000, après 2010 en général. Et surtout des vitesses de traitement sur PC du marché, on va dire, qui sont en général beaucoup plus rapides que l'existant. Vous pouvez voir sur notre site de nombreux benchmarks comparatifs entre IPLDK, ITK, et Aviso et OpenCV. Donc on a des ratios entre x10 et x50 suivant les algorithmes. Euh, Ceci est rendu possible par l'utilisation systématique des jeux d'instruction SIMD, donc tout ce qui est ECC2 et AVX2 notamment, qui permettent de vectoriser les traitements. Et cette architecture est ouverte, donc il va nous permettre de nous adapter facilement avec les prochaines architectures, notamment AVX 512, et voir les suivantes qui devraient apparaître dans les années qui viennent. Donc les tâches supplémentaires de la fusée, hein, ça sera de permettre de distribuer ces calculs sur des clusters de PC, ou sur plusieurs PC, ce qui permettra de multiplier d'autant la vitesse de traitement. Cette librairie est disponible en C++ et en Python, et aussi directement intégrée dans Aviso, sous Windows et sous Linux. Voilà, Aviso, c'est déjà fait. On va présenter ça. Donc l'objectif de cette librairie, hein, c'est la rapidité, l'évolutivité, donc en termes de traitement, parce que évidemment le but du jeu c'est de l'enrichir au maximum dans les mois et années qui viennent, et surtout une grande stabilité et robustesse pour être capable d'être intégré dans des processus systématiques, voire même des chaînes de production. Donc les moyens techniques pour arriver à ces objectifs-là, hein, donc, comme je vous l'ai expliqué rapidement, c'est la vectorisation qui permet d'aller beaucoup plus vite, et la distribution sur cluster, donc qui n'est pas obligatoire, mais qui va permettre du coup, pour les utilisateurs les plus exigeants de traiter des volumes de données encore plus importants. Donc quelques benches hein, pour se rendre compte de l'intérêt, notamment par exemple sur la labellisation 2D ou 3D, où les graphiques sont en X, on retrouve la taille des images, et en Y, la durée en secondes des traitements. Et on peut voir donc IPSDK, c'est la courbe bleue, qui est systématiquement beaucoup plus rapide que tous les logiciels concurrents du domaine.
Donc en termes de prestations complémentaires, on va proposer d'aider l'intégration d'IPSDK dans les applications de nos utilisateurs, la réalisation d'applications indépendantes. On peut proposer directement des modules de traitement en ligne de commande, c'est-à-dire simplement image d'entrée, image de sortie ou tableau de résultats. Et on peut aussi réaliser des macros spécifiques sur des logiciels dédiés, donc comme Image Pro, Visilog ou Aviso, basés sur notre librairie. Évidemment, on peut proposer des formations autour de cette librairie et du support. Donc cette librairie a été développée en partenariat avec le groupe Total, qui utilise notre librairie depuis du coup, 3 ans. On a intégré la promo startup HPE qui nous permettra d'avoir à disposition les clusters de PC pour monter en puissance sur la distribution de nos calculs sur des clusters. Et on a des projets réguliers avec des centres de recherche qui commencent à utiliser massivement la librairie, et on est en discussion pour des intégrations avec des microscopistes et des éditeurs logiciels. Voilà, donc ce qu'on peut vous offrir maintenant, c'est la possibilité d'accélérer et d'améliorer vos caractérisations. Et n'hésitez pas à nous remonter même vos problématiques images pour étudier ensemble quelles fonctionnalités pourraient être utiles pour traiter vos images. Donc maintenant, je vous propose de vous présenter plus en détail sur des exemples la librairie. Donc vous êtes peut-être passé sur notre site web. Donc on a maintenant une page d'exemple de traitement qui est réalisable directement avec notre librairie. Donc des outils de filtrage, notamment basés sur la diffusion anisotropique, qui permettent de traiter et de débruiter de façon très intéressante les images. On peut atteindre des qualités de débruitage identiques, voire meilleures que non-local min, mais dans des temps de traitement beaucoup plus courts. De la même façon, tout ce qui est analyse de porosité, donc identification de pores, segmentation, séparation et mesure de ces pores. Tout ce qui est propagation, donc là on part sur des cartes de distance, à partir qui sont des cartes de distance contraintes, donc on part de germes qui vont permettre de se propager à l'intérieur de porosité. Donc à noter que pour les cartes de distance, on propose aussi des cartes de distance exactes qui permettent d'avoir des propagations bien circulaires dans les images et donc d'améliorer d'autant les mesures. Tous ces algorithmes peuvent être utilisés évidemment sur les matériaux, en Digital Rock, mais évidemment sur des pièces industrielles aussi. Donc là on voit des applications très classiques de recherche de porosité ou de défaut sur des pièces industrielles. On a aussi du coup l'intérêt d'aller beaucoup plus vite, ça va permettre d'utiliser des algorithmes qui sont assez lourds d'utilisation de façon habituelle, tout ce qui est granulométrie par ouverture successive par exemple. On s'interdisait un peu d'utiliser sur des grosses images et encore plus sur l'imagerie 3D, qui est maintenant utilisable du coup, puisqu'on a des temps de réponse très intéressants. Et d'autre part, le fait d'utiliser des cartes de distance exactes, comme vous pouvez le voir, permet d'avoir des formes de propagation et d'ouverture complètement circulaires et donc d'avoir des résultats beaucoup plus précis. Donc ensuite d'autres types de traitements comme tout ce qui est mesure STM sur des tailles de grains, donc on n'est plus sur de la 2D là. De la même façon, avec les algorithmes de séparation, on va pouvoir identifier des grains même en nano-caractérisation. Des choses plus classiques hein, sur l'analyse individuelle 3D, donc avec la sortie de mesures. La classification, des transformés de Hoff, donc beaucoup plus rapide aussi que ce qu'on peut trouver dans un Aviso ou Visilog pour identifier des objets circulaires dans les images.
De l'analyse de fissures, donc là on retombe sur des fonctionnalités de propagation avec germe qui permettent de cartographier réellement la profondeur des fissures. Et enfin, je vous présentais directement dans Aviso, la possibilité d'appeler directement IPSDK à partir d'Aviso, comme un module, comme les modules natifs de Visilog, d'Aviso, mais du coup qui sont directement plugués avec la librairie IPSDK. Et donc de bénéficier directement des accélérations de la librairie. Alors en termes de mise en œuvre de la librairie, donc elle est disponible sous Windows et Linux. Donc là je vais vous présenter surtout sur la partie Windows. Donc une fois que IPSDK est installé, vous allez avoir dans votre menu démarrer de, la librairie qui sera disponible, avec d'abord un wizard qui va permettre de créer votre workspace, l'environnement de développement, et ensuite de créer automatiquement des makefiles pour créer soit une librairie, soit un exécutable qui va directement donc cette librairie qui pourrait être intégrée directement dans vos applications ou l'exécutable qui va être qui va pouvoir soit contenir des interfaces par exemple basées sur du Qt, soit être directement des commandes en ligne. Donc ça c'est pour l'implémentation C++. Ensuite en Python c'est encore plus simple. Donc une fois qu'on crée son projet, son makefile lié au projet, on va pouvoir, pas en détail, ajouter des exemples de projets à l'intérieur. Et ensuite, avec ces mecs, on va directement générer vers l'environnement de développement cible. Donc, ce qui est préconisé, c'est Visual C++ 2013, dont la version express est suffisante. En fait. Et le CMake génère directement donc, la solution avec les différents projets. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez tous les samples qui sont disponibles. Et nous, on a créé en plus un projet. Là, en l'occurrence, vous pouvez voir le projet qui a servi, qui est une DLL, qui a été généré pour faire l'intégration dans Aviso. Donc, comment fonctionnent les appels? Donc, c'est assez simple. On peut partir sur un exemple de gradient, par exemple. Donc vous avez le main.cpp qui présente qui contient le sample. Donc on a pas mal d'include, hein, il va avec. Donc le projet est vraiment détaillé parce qu'on a l'interception d'exceptions. Mais donc au final, finalement, on a deux instructions importantes. L'ouverture d'un fichier TIFF pour l'exemple, pour l'ouvrir l'image, et ensuite simplement un appel au gradient qui va nous juste ici, voilà, qui va permettre d'appliquer l'algorithme de gradient sur une image avec le paramètre qui est l'écart type ici. Et en image de sortie, on va avoir notre image résultat. Donc là, on applique en plus une normalisation juste derrière pour réaliser la normalisation en fin de traitement. Alors, bon, du coup, avec ces exemples, ça nous permet de facilement préparer des projets. Ce que je vous propose, c'est de regarder au niveau de l'aide comment on peut retrouver ces informations là-dedans. Donc au niveau de la doc, on a une documentation qui est dédiée aux exemples déjà. Donc, vous allez dans Sample. Puis dans Module, vous retrouvez tous les exemples qui sont proposés. Donc on a exactement les mêmes sous Python et sous C++. Hein, donc pour l'instant, je vous montre la partie C++. Et, donc si on retrouve donc notre exemple sur le gradient gaussien, on va avoir toutes les explications sur comment on a créé l'exemple. Donc là, en l'occurrence, ça nous génère simplement un exécutable avec 3 paramètres, donc fichier d'entrée, fichier de sortie et le paramètre d'écart type. Donc ça nous montre qu'est-ce qu'il va faire et il nous explique les
les différentes phases de l'algorithme. Donc la partie initialisation de la librairie, la partie ouverture de fichiers et la partie traitement. Et plus généralement, donc si on veut avoir des informations sur les commandes de traitement d'IPSDK, tout va se situer dans la partie de la documentation qu'on appelle l'IPL. Et pareil, dans la partie module, vous allez avoir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Et donc, si on veut rentrer justement sur la partie filtrage, par exemple, on va retrouver tous les filtrages par anisotropie, les gaussiens et autres. Donc celui qu'on a utilisé nous ici, c'était un gaussien gradient. Donc on va avoir toutes les informations avec ici, avec tous les wrappers qui sont disponibles pour cette fonction-là. Donc on voit qu'on a plusieurs versions qui sont disponibles parce que le plus important, c'est qu'on voit qu'il y a trois types différents de gradients dans les deux directions, et on a aussi la possibilité de faire des gradients en X et des gradients en Y. Là, c'est pour la fonction 2D. Évidemment, pour la fonction 3D, vous aurez les gradients en Z qui seront aussi disponibles. Et systématiquement, on a la possibilité, on a plusieurs versions, notamment la possibilité de récupérer l'image de sortie en sortie de commande, donc avec une création systématique de l'image de sortie. Mais on a aussi la possibilité d'avoir l'image de sortie en paramètres, ce qui permet de réutiliser un espace mémoire qui aurait déjà été alloué. Donc dessous, on va avoir les explications mathématiques des traitements qui sont proposés dans cette commande, et les différentes règles associées, et le plus important, des exemples d'utilisation. Pour les exemples en C++, finalement, si vous voulez l'intégrer dans votre traitement, vous avez directement le header à intégrer, et dessous simplement la ligne pour utiliser le gradient. C'est très simple, hein, c'est une ligne par commande, tout simplement. Et vous aurez la même chose en Python. Voilà. Donc ça, c'est les explications pour la partie C++. Donc ce qu'il y a d'intéressant de plus, donc ici vous avez il y a le projet utilisateur, on peut en avoir plusieurs, hein, et on a ici le projet installeur qui permet, lorsqu'on compile, de directement préparer la redistribution de l'exécutable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on compile install, l'installeur va directement recopier toutes les DLL, donc toutes les dépendances nécessaires au projet, dans le répertoire output, et ça vous permettra directement de simplement récupérer ce répertoire pour pouvoir le redistribuer si besoin. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation en C++ sous Windows. Donc sous Linux, ça sera simplement avec GCC pour créer pour lancer les compilations. Sous Python, donc IPSDK est maintenant disponible est compatible avec Python 3.5, et donc avec la distribution Anaconda de Python. Anaconda a le bon goût d'être diffusé avec un éditeur qui s'appelle Spider, qui est extrêmement pratique pour éditer et débugger les applications. Donc voilà l'éditeur Spider qui apparaît sur votre écran. Et donc vous avez directement dans la distribution de IPSDK, des samples de Python qui sont disponibles. Donc pour les trouver, vous allez simplement dans Programme, Reactive IP, IPSDK, et simplement dans Python, vous allez avoir les samples. Vous avez différentes catégories, vous retrouvez exactement les mêmes que dans les exemples C++. Et donc par exemple, on peut regarder tout ce qui est quantification 3D. Voilà. Et vous avez directement un exemple Python de caractérisation. Donc là, c'est un exemple beaucoup plus complet qui va permettre de charger alors une image TIFF, mais c'est une image TIFF multiplan, hein, donc c'est une image 3D qui va qui va faire un filtrage bilatéral, qui va faire un seuillage automatique, qui va faire une séparation à l'aide d'un bassin versant,
qui va faire une labellisation. Et derrière, on va créer on va indiquer les mesures qu'on va vouloir utiliser sur cette image label. Donc on va mesurer le volume 3D, le diamètre équivalent, le ferré maximum et la moyenne des intensités. Et simplement, on va lancer l'analyse dessus. Donc sachant qu'IPSDK n'a pas d'outil de visualisation, on va simplement se contenter de sauvegarder systématiquement les images résultats dans notre répertoire, dans le répertoire temporaire d'IPSDK. Et le tableau de résultats va simplement être, ici on voit qu'on a la possibilité de le sauvegarder en format CSV directement. Donc on aura un tableau qui sera directement, qu'on pourra ouvrir dans Excel systématiquement. Ou alors, si on veut l'intégrer dans une application, bah, directement utiliser le tableau dans son application. Donc voilà, bah, pour l'exécuter, c'est très simple. Hein. Donc on va le dérouler au niveau de la console. Et donc il nous indique que le fichier résultat a été sauvegardé dans le répertoire en question. Donc ça, c'est des choses qui sont mises par défaut hein, et que vous pouvez modifier à façon au niveau de votre projet. Donc là, en l'occurrence, les images de test sont des images qui sont disponibles dans la distribution d'IPSDK, hein, IPSDK Data Sample Image. Donc là, c'est l'image de blob ici 3D qui est utilisée. Et donc les résultats, ils sont jetés automatiquement dans appdata temporaire active IP IPSDK, parce qu'évidemment ça a le bon goût d'être un répertoire qui soit ouvert en écriture. Et donc, pour voir ce qu'on a pu faire, donc l'image initiale c'était celle-là. Donc l'image résultat, bah, c'est notre image label qui est séparée, donc avec les différents blobs qui sont identifiés. Et donc en résultat, c'est donc le fichier CSV comme indiqué dans le script. Hein. Au-dessous. Saving, voilà. Donc, le fichier qui est indiqué ici. Et donc, si on ouvre ce fichier, c'est directement Excel qui va s'ouvrir. Après, vous pouvez l'ouvrir en fichier texte aussi. Hein, et vous avez directement vos mesures qui sont disponibles. Donc, le diamètre équivalent, le ferré max et la moyenne des intensités. Et le volume. Voilà. Voilà, donc bah, comme ça vous avez un exemple, différents exemples d'utilisation de la librairie. La visualisation des résultats, donc vous pouvez voir qu'on peut utiliser des librairies tierces, soit du Viso, soit du 3D Slicer ou tout autre utilisateur logiciel pour visualiser derrière la 3D. Ensuite, ce qui est intéressant avec la version Python, c'est que évidemment il y a beaucoup de choses dans IPSDK, mais pas forcément toutes les fonctions dont vous avez besoin. Donc vous aurez la possibilité de faire cohabiter IPSDK avec d'autres librairies comme OpenCV ou ITK pour compléter les fonctionnalités. Donc évidemment, l'intérêt d'utiliser IPSDK, c'est que ça ira beaucoup plus vite, mais sur d'autres algorithmes qui pourraient manquer, vous pouvez faire transiter les images vers d'autres librairies. Donc pour faire ça, vous avez aussi des exemples. En allant toujours au même endroit, sample, et donc PyBasic, là vous allez avoir des exemples d'utilisation avec OpenCV ou avec ITK. L'idée c'est d'utiliser les NumPy arrays pour faire transiter les images. Donc, typiquement, sur un exemple très simple, où on va commencer par travailler avec IPSDK, on charge l'image, on fait mais au lieu de faire un seuillage avec IPSDK, on va vouloir le faire avec OpenCV. Donc OpenCV, on
on l'importe simplement. Et avec l'image résultat, donc qui est pourtant un chargement qui est fait avec IPSDK, on va simplement utiliser le point array derrière pour indiquer qu'on veut utiliser le NumPy array pour le mettre à disposition d'OpenCV. Et à ce moment-là, on appelle finalement de façon complètement transparente l'image à partir du Node library. Et on peut comme ça mixer facilement les différentes librairies en Python. Euh, voilà pour Python. Donc le plus simple après, hein, c'est de récupérer une version d'évaluation qu'on peut vous mettre à disposition pour jouer avec et pour faire vos propres scripts, pour juger de l'intérêt et pour faire des benches si nécessaire. Et donc ensuite, la troisième possibilité d'utilisation, comme je l'ai indiqué, c'est directement dans Aviso. Et donc l'avantage dans Aviso, c'est qu'on va pouvoir faire facilement des comparatifs de temps. Donc comment ça fonctionne? Eh bien simplement pour une image, toutes les fonctionnalités qui ont été importées dans Aviso, ça s'appelle IPSDK. Donc quand vous tapez IPSDK, vous avez directement toutes les fonctionnalités IPSDK qui sont disponibles. Et donc pour l'instant, vous retrouvez toutes les érosions, les filtrages médians, gaussiens, les ouvertures, fermetures, orientées ou pas, les bassins versants, les filtres bilatérales, les labellisations, les filtres gaussiens, enfin bon, il y en a toute une série. Et, et donc, l'utilisation est exactement la même que pour les objets natifs. Donc, par exemple, si vous utilisez un filtre médian sur l'image de la distribution Aviso, donc simplement vous indiquez le nombre d'itérations, vous avez votre image. Et donc vous pouvez faire exactement la même chose avec le filtre médian IPSDK. Alors, le filtre médian IPSDK est un petit peu plus riche parce que, en plus d'itération, on permet d'augmenter la taille du noyau qui est utilisé et donc utiliser un médian exact, alors que l'itération se contente qui est la version native d'un Viso, se contente d'itérer avec un noyau 3, ce qui fait que c'est une approximation qui devient très fausse quand on fait des itérations importantes. Voilà, donc on va avoir exactement le même résultat. Et le plus intéressant, c'est que donc pour faire des tests de comparaison de vitesse, le plus simple c'est partir sur une itération de grande taille. Donc si on fait une itération de 10 par exemple sur cette image-là, on va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros ça fait une dizaine de secondes pour arriver à faire le traitement. Et avec IPSDK, si on fait exactement le même traitement avec le même nombre d'itérations, on va avoir un résultat qui est de l'ordre de 1 seconde pour exactement le même résultat. Donc là, on voit le filtre médian en résultat dans Aviso. Et si on branche pour le résultat d'IPSDK, on a exactement la même image, ce qui est assez rassurant. Voilà, ce qui permet de... Donc, sur demande, vous fournissez la liste des fonctionnalités qui sont disponibles en C++, en Python, donc ça c'est dans la doc, et qui sont aussi importées dans Reviso. Voilà, et le plus simple maintenant, hein, c'est de nous faire une demande de version d'évaluation et on vous aidera à faire vos propres tests à partir de vos images ou faire l'intégration à l'intérieur de vos applications. Voilà, c'est ce qui conclut ce webinaire. J'espère que vous avez pu découvrir toutes les fonctionnalités et la facilité d'utilisation de la librairie. Et n'hésitez pas à nous demander une version d'évaluation. Je vous remercie.